Bonjour et bienvenue dans ce cours intitulé « Derrière les mots, l'art de négocier pour protéger ». Je serai votre guide tout au long de cette formation, où nous explorerons des stratégies clés pour négocier dans des contextes de haut risque. Ce cours a été développé par la Fondation Connexion Inclusive pour le Monde, une organisation chilienne, basée sur une expérience de terrain dans des environnements vulnérables et en crise. Vous trouverez ci-dessous un aperçu détaillé de chaque diapositive, présentant des concepts clés, des exemples concrets et des stratégies essentielles pour mener une négociation réussie. Il est crucial de porter une attention particulière à chaque élément, car la négociation en contexte de guerre est extrêmement délicate et nécessite une approche stratégique. Dans la mesure du possible, faites appel à un négociateur expert en priorité. Cependant, si vous êtes confronté à une situation d'urgence et devez négocier, vous pourrez appliquer avec la plus grande prudence les recommandations présentées ci-dessous. L'objectif principal de ce cours est apprendre à établir un dialogue qui mène uniquement au succès des négociations pour la paix, garantissant la protection absolue de chaque enfant, volontaire et famille de la communauté. Nous appliquerons des stratégies solides, éprouvées au fil des années dans des conflits armés, afin d'assurer des accords qui réduisent la violence et apportent une sécurité réelle sur le terrain. Ici, il n'y a pas de place pour l'erreur. Nous négocions pour gagner en faveur de la vie. Une règle qu'il doit toujours garder à l'esprit est maintenir le calme, la fermeté et la clarté dans la communication. Ce cours est basé sur 3 grands négociateurs qui ont participé à d'importants processus de paix dans des contextes de guerre. Roger Fischer, William Ury et William Hartman, éminents auteurs, professeurs dans des universités prestigieuses et membres actifs des missions de paix au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. Ce cours a également été développé avec le soutien technologique de l'intelligence artificielle générative. 4 plateformes différentes ont été utilisées pour donner vie au contenu présenté. Nous allons apprendre tout sur la première phase de la négociation, dont l'objectif est de préparer de manière consciente et disciplinée la rencontre avec la partie adverse. Dans cette phase, tu pourras identifier 6 étapes différentes. Tu devras les analyser, les comprendre avec précision et, une fois assimilées, les pratiquer avec ton équipe ou ta famille. La première phase de la négociation est une étape préliminaire qui doit être correctement comprise et pratiquée avant de coordonner la rencontre avec la partie adverse. La première étape de la phase 1 consiste à bien connaître la partie adverse. La deuxième étape est de définir le message clé, établir une connexion avec le M23 en tenant compte de leur réalité et de leur motivation. La troisième étape consiste à maîtriser la distinction et l'application des intérêts par rapport aux positions. La quatrième étape est d'identifier et de pratiquer des stratégies de négociation fondées sur les intérêts. La cinquième étape consiste à sélectionner l'équipe de négociation en mettant l'accent sur la discipline et la maîtrise de soi. Enfin, la sixième et dernière étape de la phase 1 est d'établir un premier contact. Pour approfondir votre compréhension de chaque étape, vous pouvez mettre cette vidéo en pause et lire chaque partie à votre rythme. Vous pouvez également consulter le document fourni avec la vidéo. Pour commencer la première étape de la phase 1, vous devez connaître en profondeur la partie adverse. Pour y parvenir, vous devez identifier ses leaders, son pouvoir et ses ressources, déterminer leur niveau d'influence au sein du groupe, connaître leur réputation, différencier les commandants militaires des figures politiques au sein du groupe. Enfin, vous devez évaluer leur niveau d'indépendance. Ces leaders suivent-ils strictement les ordres du commandement central du M23 ou agissent-ils de manière autonome? Le M23 n'est pas seulement un groupe armé, il possède une vision du monde qui guide ses actions. Il est essentiel de comprendre leur idéologie, leurs objectifs politiques et leur stratégie de pouvoir. Cela permet d'adapter le dialogue à leurs intérêts et de trouver des points communs pour ouvrir un espace de négociation. Il est très important que vous puissiez connaître leurs motivations économiques, leurs besoins de sécurité financière pour leur groupe et leur famille, ainsi que leur histoire de traumatisme vécu dans l'enfance. Il est possible que vous soyez face à des personnes qui ont pu être victimes ou enfants de victimes du génocide au Rwanda en 1994. Enfin, il est essentiel de comprendre leurs croyances religieuses. Toutes ces informations peuvent devenir des points de rapprochement essentiels pour le processus de négociation. Les informations dont vous avez besoin peuvent être obtenues à partir de plusieurs sources. Leader communautaire. Organisation humanitaire. Observation directe. Médiateur potentiel. Lisez attentivement cette diapositive et gardez-la à l'esprit.
Je vais maintenant vous présenter l'étape 2 de la première phase de la négociation, définir clairement le message que vous allez transmettre. Cette étape est cruciale, car elle nécessite de sélectionner soigneusement les idées et les mots, en garantissant clarté, calme et flexibilité au cas où votre première approche ne fonctionnerait pas. C'est une phase qui doit être préparée avec rigueur. Vous devez toujours être attentif aux idées que vous proposez et aux mots que vous utilisez. Pratiquez et écrivez votre message à l'avance. Cela vous permettra d'aborder cette étape avec plus de confiance, de précision et de sérieux. Lisez attentivement cette diapositive et gardez-la à l'esprit. La clé est de parler avec respect, sans éveiller la méfiance ni provoquer la confrontation, en montrant qu'il existe des alternatives viables pour améliorer leur situation sans plus de violence. Si le groupe armé se sent compris et voit un avantage tangible, alors la négociation peut avancer vers un accord réussi. Une distinction fondamentale que vous devez apprendre est de différencier entre position et intérêt. C'est la troisième étape de la phase de préparation de la négociation. Position, ce qu'une partie dit vouloir explicitement. C'est la demande visible, souvent inflexible et difficile à négocier directement. Par exemple, nous voulons contrôler les mines et les ressources de cette zone. Intérêt, les raisons profondes derrière cette position, ce qu'elle cherche réellement ou ce dont elle a besoin. Par exemple, obtenir de la richesse pour leur groupe, assurer une stabilité économique, augmenter leur pouvoir, se protéger de la pauvreté. Pour négocier efficacement, il est essentiel d'aller au-delà des positions apparentes et de comprendre les véritables intérêts, car c'est ce qui permet d'ouvrir des voies vers un accord viable. Lisez attentivement les exemples suivants afin de bien distinguer les positions des intérêts. Pour les situations de danger affectant les enfants, les femmes et les jeunes, vous devez avoir la capacité d'écouter attentivement la partie adverse. Vous devez reconnaître les motivations profondes derrière leurs actions, c'est-à-dire identifier avec précision leurs intérêts. L'une des motivations les plus profondes de ces groupes armés pourrait être liée au traumatisme qu'ils ont vécu et à leur désir d'assurer un avenir plus prospère pour leur famille. Cela ne justifie en aucun cas leur violence, car de nombreuses personnes à travers le monde, malgré des traumatismes graves, choisissent le chemin de la paix et de la résilience plutôt que celui de la violence. Cependant, il est essentiel de comprendre cette dimension, car elle peut être abordée dans le processus de négociation avec prudence, équilibre et sensibilité. Le grand piège de nombreuses négociations est de se limiter aux positions visibles, sans chercher à comprendre les motivations profondes. Pour qu'un dialogue avec le M23 aboutisse, il faut découvrir ce qu'ils cherchent réellement à accomplir et proposer des alternatives qui répondent à leurs intérêts sans recours à la violence. Nous allons maintenant passer à l'étape 4, il est temps de préparer une stratégie de négociation basée sur les intérêts de la partie adverse. Les stratégies que vous utilisez pour présenter un message clair à la partie adverse doivent être basées sur l'empathie et alignées avec ses intérêts, favorisant ainsi un dialogue constructif et efficace. Avant de les appliquer, il est essentiel de coche épaisse blanche préparer la négociation avec une approche structurée. Coche épaisse blanche anticiper les différents scénarios afin de répondre avec flexibilité. Coche épaisse blanche créer un climat de calme et de confiance entre les parties négociatrices. Coche épaisse blanche garantir un environnement sécurisé pour l'équipe de négociation. Une communication bien planifiée et adaptée à la partie adverse augmente considérablement les chances de succès de la négociation. La quatrième stratégie, connexion à leur histoire personnelle, visant à centrer la négociation sur les intérêts, peut être un défi. C'est pourquoi il est essentiel de se préparer avec une solide capacité émotionnelle et éthique. Bien que cela représente une exigence élevée, établir cette connexion avec l'histoire personnelle de la partie adverse est une étape clé pour faire avancer la négociation. Nous arrivons maintenant à une étape essentielle du processus d'apprentissage, que vous ne devez jamais oublier.
Certaines erreurs, si elles sont commises, peuvent mener à l'échec prématuré de la négociation. Il est donc crucial de les identifier et de les éviter. En contexte de guerre, un seul mot mal choisi peut coûter des vies. Voici les erreurs les plus critiques à éviter. Lisez-les attentivement. Enfin, l'erreur la plus grave à éviter est le manque de préparation à la négociation. Cet aspect est crucial et doit être abordé avec la plus grande précaution. Le succès d'une négociation dépend largement de ceux qui la dirigent. En contexte de guerre, les bonnes intentions ne suffisent pas, il faut une équipe hautement préparée ou motivée à apprendre et s'entraîner de manière disciplinée. Elle doit être capable de mener un dialogue en situation extrême sans perdre son calme ni son objectif principal, protéger la communauté, les volontaires et les enfants. L'équipe négociatrice doit être prête à soutenir un dialogue stratégique sous une tension extrême, en veillant à ce que chaque mot et chaque geste contribuent à l'objectif principal. Il ne s'agit pas seulement de négocier, mais d'établir un lien intelligent et serein avec la partie adverse, sans provoquer de résistance inutile. Avoir un sang-froid naturel ne suffit pas, le contrôle émotionnel doit être entraîné pour maintenir son calme sous une pression extrême. Il est recommandé de pratiquer des exercices de respiration profonde avant et pendant la négociation pour clarifier l'esprit et éviter les réactions impulsives. Technique clé, respiration 4-4-8 inspirer pendant 4 secondes, retenir l'air 4 secondes, expirer 8 secondes. Cette méthode réduit le stress et aide à garder une voix posée et maîtrisée. Pour conclure la phase 1 de la négociation, vous devez établir un contact préalable. Avant toute négociation, cette première prise de contact est une étape déterminante. Il est impensable d'arriver à l'improviste pour engager un dialogue avec un groupe armé comme le M23. Il est essentiel de créer des ponts de confiance en amont, d'identifier les intermédiaires qui peuvent faciliter l'échange et de s'assurer que la rencontre se déroule dans des conditions sécurisées. Nous passons maintenant à la deuxième phase du processus de négociation. Vous êtes face à la partie adverse, et c'est le moment d'appliquer tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Phase 2, première rencontre, construction de la confiance. Étape 1, commencez avec respect et calme. Rappelez-vous, le premier instant de la négociation détermine le ton de toute la conversation. Faire face à un groupe armé comme le M23 nécessite du contrôle, de la précision et une attitude stratégique. Il ne s'agit pas d'imposer des conditions ou de démontrer son autorité immédiatement, mais de créer un climat favorable au dialogue. Clé pour un bon début. Écoutez avant de parler. Ne coupez pas à parole et ne vous précipitez pas pour répondre. Comprendre leurs intérêts en premier vous permettra d'ajuster votre message sans provoquer de rejet. Posez des questions ouvertes pour montrer votre intérêt. Par exemple, nous souhaitons comprendre votre vision de cette situation. Transmettez calme et respect. Votre attitude initiale peut déterminer le succès ou l'échec de la négociation. Gardez à l'esprit que dans cette phase, chaque mot et chaque geste comptent. Réfléchissez stratégiquement et gardez votre sang-froid. Avançons ensemble. Clarifiez qu'il ne représente pas une menace. Lisez attentivement les points clés suivants. Nous entrons maintenant dans la phase 3, la négociation, dont l'objectif principal est de protéger la communauté, les femmes, les jeunes et les enfants. Clé pour une négociation efficace. Négocier dans des contextes de guerre exige clarté, patience et maîtrise de soi. Comme l'explique William Ury avec son concept « Aller sur le balcon », il est essentiel de prendre du recul émotionnel pour analyser la situation avec calme et répondre de manière stratégique.
Préserver son équilibre mental est tout aussi important que la stratégie elle-même. Pour formuler une demande claire, il est essentiel d'exprimer ses attentes sans confrontation ni menace. Ainsi, il convient de préciser, nous vous demandons d'exclure les enfants, les jeunes, les volontaires et la communauté de vos objectifs et du conflit. Il est important d'éviter les exigences ou les ultimatums afin de favoriser un dialogue constructif. En parallèle, offrir quelque chose en échange peut faciliter l'adhésion à la demande. Il s'agit de proposer un avantage concret et réalisable, par exemple, nous pouvons organiser une assistance médicale ou une aide humanitaire dans la région. Cela permet de créer une dynamique de coopération en offrant une valeur ajoutée sans compromettre la sécurité. Enfin, il est essentiel d'écouter leur réponse avec attention. Si la réponse est non, plutôt que d'exercer une pression, il est préférable de poser calmement la question. Quelles conditions pourriez-vous accepter? En cas de réponse oui, il est crucial de s'assurer que l'accord soit clair, détaillé et sans ambiguïté afin d'éviter tout malentendu et de garantir son application effective. William Ury, expert en négociation, propose plusieurs stratégies pour surmonter le non et parvenir à la coopération sans confrontation. Voici 6 idées clés basées sur sa méthode pour vaincre le non. 1. Monter sur le balcon. Avant de réagir au refus, il est essentiel de prendre du recul et d'observer la situation avec calme. Cela évite que les émotions ne dominent la négociation et permet d'analyser clairement la position de l'autre partie. 2. Se mettre à la place de l'autre. Écouter activement et comprendre les motivations de l'autre peut révéler des besoins cachés. Bien souvent, le non provient d'insécurité ou d'une perception de menace. 3. Reformuler le problème. Transformer le conflit en une recherche commune de solutions permet de sortir de l'opposition rigide des positions. L'essentiel est d'identifier un intérêt commun. 4. Construire un pont d'or. Faciliter l'acceptation de la proposition par la partie adverse tant que cela ne ressemble à une défaite. Offrir une issue honorable qui leur apporte un avantage concret sans compromettre des principes essentiels. Il est essentiel que vous appliquiez la technique du « monter sur le balcon », en particulier lorsque votre interlocuteur refuse d'accepter votre proposition. Monter sur le balcon signifie prendre du recul mental avant de formuler une demande ou de répondre. Cette pause stratégique permet d'évaluer le ton et l'approche les plus efficaces, tout en évitant les réactions impulsives dictées par l'émotion. Respirez et analysez. Prenez une respiration profonde et posez-vous cette question clé. Suis-je en train de communiquer de manière stratégique ou émotionnelle? Si l'atmosphère devient tendue, garder son calme est souvent la meilleure stratégie pour maintenir le dialogue ouvert et constructif. Observez la situation avec recul. Si la discussion devient difficile, faites une pause et adoptez une vision plus large. Demandez-vous: ma réponse est-elle guidée par une stratégie réfléchie ou par une réaction émotionnelle? En prenant cette distance mentale, vous gagnez en clarté et en maîtrise, ce qui vous permet de prendre des décisions plus intelligentes et adaptées à la situation. Il est essentiel de renforcer l'aptitude à poser des questions et à montrer un intérêt sincère pour la vision de l'autre. Poser des questions avec empathie permet non seulement de mieux comprendre la partie adverse, mais aussi de créer un climat de confiance et d'ouvrir de nouvelles perspectives de dialogue. Les négociations peuvent échouer ou nécessiter plus de temps pour aboutir à un accord. C'est pourquoi il est crucial d'avoir un plan B, une alternative viable qui garantit une issue stratégique en cas d'impasse. Lisez attentivement l'explication du plan B. Ensuite, je vous laisserai avec mon collègue, qui présentera une dimension fondamentale pour faire partie d'une équipe de négociation, prendre soin de sa santé mentale, même dans des contextes de risque et de danger. Si vous apprenez à développer des processus de négociation ou si vous pouvez avoir besoin de cet outil à tout moment, même dans des contextes de guerre, il est essentiel de préserver des espaces pour protéger votre bien-être intérieur et votre santé mentale. Je comprends profondément que ce défi est immense, surtout après avoir traversé des situations douloureuses et extrêmes. Cependant, il est crucial d'y parvenir. C'est la seule façon de mener des négociations dans des environnements aussi hostiles que celui auquel vous êtes confronté. Votre santé mentale n'est pas un détail secondaire. C'est le pilier fondamental pour sauver des vies. Prendre soin de vous est la clé pour protéger les autres.
Une recommandation essentielle est de préserver, même dans des contextes de forte tension et de conflit, un espace pour protéger votre santé mentale et votre sérénité. À présent, je vais vous présenter l'étape 4. Nous arrivons à la 4e et dernière phase de la négociation. Ici, vous devrez apprendre à assurer le suivi du processus et des accords conclus. Phase 4. Suivi, après l'accord. Négocier ne s'arrête pas à la signature d'un accord, il est essentiel de veiller à son respect et à sa pérennité. Dans les contextes de guerre, la stabilité de tout engagement reste fragile, ce qui nécessite un suivi stratégique. Celui-ci permet de s'adapter aux changements, de renforcer la confiance et de protéger la communauté. Dans la phase finale, il faut toujours considérer et assurer la protection continue. Évaluation constante. Effectuer un suivi constant pour détecter d'éventuels risques ou changements dans l'attitude du groupe armé. Demandez aux habitants s'ils ont remarqué des mouvements inhabituels ou des modifications dans la dynamique du groupe. Cette vigilance permet d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne deviennent des menaces sérieuses pour la communauté. Renégociation si nécessaire. Dans les conflits prolongés, les accords peuvent nécessiter des ajustements. Si les conditions changent, l'équipe doit être préparée à renégocier sans perdre les acquis des accords précédents. La flexibilité est essentielle, car la rigidité peut conduire à l'échec de l'accord face à l'évolution de la situation sur le terrain. Il est toujours très important que l'équipe de négociateurs puisse inclure des leaders communautaires, religieux ou des organisations humanitaires nationales ou internationales. Disposer de ces réseaux fait toujours partie d'un bon processus de négociation. Apprendre à négocier en contexte de guerre est bien plus qu'une stratégie, c'est un outil pour la vie. C'est savoir quand parler, quand écouter et quand attendre, transformant le dialogue en un bouclier capable de protéger ce qui est le plus précieux, l'espoir. Chaque mot bien placé peut être un pont vers la compréhension, un refuge au cœur du chaos, une chance de sauver une vie. En apprenant aux enfants et aux jeunes à puiser leur plus grande force dans la parole, nous semons des oasis de résilience dans les déserts du conflit. Nous agissons parce que nous refusons d'accepter la guerre comme une fatalité. Nous croyons en un avenir où la paix s'apprend, se cultive et se pratique avec intégrité et cohérence intérieure, même dans les heures les plus sombres. Merci d'avoir participé à ce cours. Votre engagement dans l'apprentissage de la négociation est un acte d'intelligence stratégique et de profonde humanité. Nous vous invitons à faire du dialogue un pont vers la protection, pour vous-même et pour votre communauté. Que chaque mot que vous choisissez soit une opportunité de créer de la sécurité, de la compréhension et de la résilience. La véritable force réside dans la discipline, la maîtrise de soi et la connaissance qui permet de surmonter la peur. Négocier est un acte de courage, c'est protéger sans violence, résister avec dignité et renforcer la paix là où elle est le plus nécessaire. Emportez ces outils avec vous, car chaque conversation que vous aurez peut faire la différence entre le conflit et l'espoir.